Eh bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Les Capsules de l'Histoire. Aujourd'hui je suis en compagnie de monsieur Jean-Noël Barrot. Bonjour monsieur le ministre. Bonjour. Merci de me recevoir au sein de votre cabinet au Quai d'Orsay, lieu historique de notre grand pays. Je souhaitais prendre un certain temps avec vous pour vous poser des questions. Tout d'abord sur vous, qui êtes-vous, mais également sur l'Europe qui est confrontée à des défis, on le sait, très importants. Première question que je souhaiterais vous proposer, comment l'histoire est entrée dans votre vie? Oh bien, elle est entrée dans ma vie d'abord à l'école, parce que c'est à l'école qu'on découvre l'histoire et la géographie. On les oublie parfois quand on grandit, quand on commence à travailler, quand on suit un autre parcours, ça a été mon cas. Je suis économiste, chercheur de formation. Mais en réalité, l'histoire et la géographie, c'est ce qui façonne le monde dans lequel nous vivons. Et ces dernières années, eh bien, on a eu l'occasion de se rappeler avec l'épidémie de Covid-19, avec la guerre d'agression russe en Ukraine, que nous vivions sur une planète dans laquelle tous les pays du monde sont connectés les uns aux autres. Et que l'histoire et la géographie, ça compte donc beaucoup, y compris pour notre vie au quotidien. Avez-vous, à travers votre parcours et votre cheminement ici au Quai d'Orsay en tant que ministre délégué chargé de l'Europe, eu l'opportunité de vous rendre sur des lieux d'histoire et de mémoire? Bien sûr, puisque nous avons célébré, il y a quelques semaines, le 80e anniversaire du débarquement en Normandie, un moment très fort, avec beaucoup d'émotion de voir rassembler sur ces plages toutes les nations qui se sont alliées pour défendre la liberté et pour rendre à notre pays sa grandeur. Et nous aurons, dans quelques semaines, à la fin du mois d'août, de nouvelles cérémonies pour le 80e anniversaire de la libération de Versailles puis de Paris, et un peu plus tard encore dans l'année, la libération de Strasbourg. Auriez-vous, monsieur le ministre, un événement historique majeur dans l'histoire de l'Europe qui est pour vous important à rappeler ici pour nos auditeurs et auditrices? Pour moi, l'un des événements les plus importants de l'histoire de l'Union européenne comme organisation politique, c'est la déclaration de Robert Schuman, prononcée le 9 mai 1950 dans ce ministère, dans la salle de l'horloge. Pourquoi? Eh bien parce que en 1950, 5 ans après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, il y avait encore dans l'air beaucoup de ressentiment, de désir de revanche, d'aspiration à humilier l'autre, le vaincu ou le vainqueur. Et il a fallu la force d'âme d'un Robert Schuman et de celles et ceux qui l'accompagnaient pour surmonter ce ressentiment et ouvrir une perspective de coopération économique à l'époque dans le domaine du charbon et de l'acier, c'est l'équivalent aujourd'hui du nucléaire ou de l'intelligence artificielle, pour faire en sorte que par cette coopération dans le domaine économique, nos deux pays et les membres fondateurs de la CECA, de la communauté économique du charbon, européenne du charbon et de l'acier, puissent se donner un destin commun. Et c'est ça qui a permis à notre continent de vivre en paix et de connaître la prospérité depuis un peu moins d'un siècle maintenant. Aujourd'hui, nous sommes tous confrontés dans l'Union européenne à des crises en tout genre, la montée des extrémismes, des nationalismes. Est-ce que pour vous, l'Union européenne reste un pilier essentiel pour l'édification de la paix sur notre continent? Oui, absolument, pour l'édification de la paix et pour la préservation de la démocratie et de la liberté. Parce que ce que l'on oublie souvent, même si on l'a appris à un moment à l'école, c'est que le premier article du contrat que signent les peuples européens entre eux, ou que les pays qui entrent dans l'Union européenne signent pour y appartenir, c'est l'engagement de respecter ce qu'on appelle l'état de droit, c'est-à-dire la séparation des pouvoirs, l'indépendance de la justice, la liberté des médias, la protection des minorités. Et cette dimension-là, à laquelle nous avons, Européens, pris habitude, eh bien, elle n'est pas une évidence. Elle est loin d'être une évidence partout dans le monde.
Et l'Union européenne est de ce point de vue-là un îlot de démocratie et de liberté que nous avons la responsabilité aujourd'hui de préserver. En tant que ministre délégué chargé de l'Europe, et au regard de notre histoire commune, comment voyez-vous l'avenir des relations franco-allemandes? J'ai été très marqué lorsque, à la fin du mois de mai, le président de la République s'est rendu en Allemagne pour une visite d'État à l'invitation du président fédéral par l'engouement et la ferveur avec lesquels il a été accueilli par le peuple allemand. Et malgré certains désaccords sur des sujets sur lesquels nous avons des options différentes, se sont tissés entre la France et l'Allemagne, au travers des relations qu'ont entretenues nos chefs d'État et de gouvernement, mais aussi au travers des innombrables relations qui se sont nouées entre les citoyens allemands et les citoyens français, par exemple au travers des comités de jumelage, eh bien il y a quelque chose d'indéfectible dans la relation franco-allemande. Alors après, comme toute amitié, ça se cultive. Et donc nous avons, Allemands comme Français, une responsabilité importante qui est celle de continuer à cultiver cette amitié. Parce que lorsque l'Allemagne et la France, qui sont très différentes par de nombreux aspects, se mettent d'accord, alors elles ont la capacité ensemble d'entraîner l'Europe. Et c'est donc de cette amitié que dépend en grande partie l'avenir de l'Union européenne. Vous êtes le représentant de la France dans l'Union européenne. À travers vos différents déplacements à l'étranger, vous avez rencontré vos homologues avec qui les échanges peuvent être fructueux, parfois un peu plus compliqués. Comment voyez-vous cet avenir un peu de l'Union européenne? Est-ce que vous avez pu apporter des graines d'espoir aussi pour ces peuples parfois qui sont, on va dire, un peu désorientés par rapport aux politiques éventuellement actuelles sur l'Union européenne? Imaginons la Hongrie ou la Pologne. Depuis que je représente la France au Conseil de l'Union européenne, nous avons eu l'occasion d'examiner la situation de la Pologne, qui a, après 8 années d'un gouvernement nationaliste et populiste qui avait porté des atteintes graves à l'état de droit, eh bien, a repris son destin en main, a chassé les nationalistes et les populistes et a mis en place un gouvernement qui, lui, est en train de réparer les dégâts qui ont été commis. Et nous sommes évidemment très vigilants à ce qui se passe en Hongrie ou ce qui se passe plus récemment en Slovaquie, où l'état de droit est là aussi malmené. Mais si je dois identifier l'une de mes contributions ces 6 derniers mois, c'est sans doute d'avoir inscrit dans les habitudes, je dirais, de dialogue et d'échange avec mes homologues, la question de la lutte contre la désinformation et les ingérences numériques étrangères, autant d'atteintes qui viennent souvent de l'extérieur de l'Union européenne, mais qui ont une cible, la démocratie. Nous sommes aujourd'hui dans la période des Jeux Olympiques. C'est une fierté pour la France. Les Jeux Olympiques, c'est un événement historique. Comment vous voyez-vous cette période pour la France, ce regain de lumière pour ce beau pays? Devant la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de 2024, de Paris 2024, j'ai ressenti 2 émotions profondes. La première, c'est la fierté d'être français, en voyant ce que la France est capable de faire, ce que la France est capable d'imaginer, la vision qu'a la France d'un tel événement qui va toujours beaucoup plus loin, beaucoup plus haut que ce qu'on peut trouver dans beaucoup d'autres pays. La deuxième émotion très forte que j'ai ressentie, c'est de voir l'humanité rassemblée pour célébrer en un seul lieu et dans un même moment le sport et les valeurs de l'olympisme. Et par les temps qui courent, ça n'est pas si fréquent. Avez-vous, Monsieur le Ministre, une personnalité historique qui vous inspire? Je citerai Georges Bidault, qui fut ministre des Affaires étrangères juste après la Deuxième Guerre mondiale, mais qui, avant la guerre, lorsqu'il était éditorialiste dans le journal L'Aube, avait dénoncé
les accords de Munich, puis était entré dans la résistance, puis avait été élu président du Conseil national de la résistance après l'assassinat de Jean Moulin. C'est une figure qui m'inspire par la force de son engagement, par la dimension spirituelle de son engagement également, et par l'héritage qu'il a laissé, au travers notamment de son action au sein des forces de la résistance. Un axe majeur de mes vidéos, c'est le devoir de mémoire. En tant que jeune porte-drapeau français, c'est quelque chose que j'arbore au mieux dans mes vidéos. Auriez-vous, pour les auditeurs et auditrices qui nous écoutent aujourd'hui, un message pour les jeunes qui souhaiteraient s'investir dans l'Europe, pour l'Europe? Je crois qu'il n'y a pas de plus bel engagement que celui de l'engagement européen. Parce que l'engagement pour l'Europe, c'est, je le disais un peu plus tôt, l'engagement pour la démocratie et pour la liberté et pour les droits humains. Alors il y a plusieurs manières de le faire. Il y a l'engagement, je dirais, au service du devoir de mémoire, ça en fait partie. Il y a l'engagement associatif, au travers de réseaux comme le Mouvement européen France ou les Maisons de l'Europe, qui permettent au plus près de nos concitoyens de parler de l'Europe, de l'Union européenne et de ce qu'elle nous apporte. Puis il y a bien évidemment l'engagement politique, et on en a aussi besoin. On a besoin que la jeunesse s'engage en politique pour défendre l'Europe, les libertés et la démocratie dans une époque où elles sont très menacées. Très beau message de fin, Monsieur le Ministre. Je tenais à vous remercier pour cet accueil, pour ce moment partagé où l'histoire, l'Europe sont des mots clés qui parleront, j'en suis sûr, aux jeunes qui vont nous écouter aujourd'hui et demain, puisque c'est une vidéo qui va perdurer dans le temps. Merci beaucoup pour tout ça, pour votre message d'espoir pour les jeunes générations. Et merci encore pour votre soutien pour mon projet des Capsules de l'Histoire. C'était vraiment un plaisir de vous avoir à mes côtés. Merci à vous et plein de succès aux Capsules de l'Histoire. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre, et à bientôt pour de nouvelles aventures. Au revoir.